Bonsoir. Oui, par rapport au titre qui est imprimé dans le programme, j'ai fait une petite modification, mais vous comprendrez tout à l'heure pourquoi, plutôt vers la fin. Je travaille depuis un certain nombre d'années sur les jardins, comme en témoigne cette image qui correspond au catalogue de l'exposition que nous avions présentée il y a exactement 40 ans à l'hôtel de Sully, dans le cadre de ce qui s'appelait à l'époque la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, et qui est devenu le Centre national des monuments nationaux. Et donc cette exposition, à l'époque, présentait donc une réflexion et surtout des exemples sur les jardins en France de 1760 à 1820. Et un des buts de cette exposition était d'attirer l'attention des responsables du patrimoine, du grand public, sur une période de l'histoire des jardins qui avait été finalement jusqu'alors assez peu prise en compte. Et du coup, on voyait beaucoup de ces jardins dits à l'anglaise, anglo-chinois, je reviendrai peut-être un petit peu tout à l'heure sur ces problèmes de dénomination, menacés de disparition. Et aujourd'hui, nous sommes exactement 40 ans plus tard, et récemment, les deux commissaires de l'exposition qui est en cours en ce moment au Grand Palais, donc Laurent Lebon et Marc Janson, avec lesquels nous avons été amenés à travailler avec Hervé Brunon, rappeler justement un peu ce moment qu'ils estiment un peu fondateur dans la réflexion sur l'histoire des jardins en France et tout ce que ça pouvait représenter d'accumulation de savoir, de réflexion, d'évolution dans les manières de réfléchir que pendant ces 40 ans. Alors, on peut peut-être repartir dans la présentation que je vais vous faire aujourd'hui d'une certaine difficulté que j'ai éprouvée, parce que vous savez que j'ai aussi une expérience d'enseignante, puisque j'ai été amenée à créer avec d'autres collègues il y a maintenant plus de 20 ans un master, enfin c'est devenu un master à l'école d'architecture de Versailles sur les jardins historiques, le patrimoine et le paysage. Donc j'ai eu affaire à un certain nombre d'étudiants. Puis il y a les interviews des journalistes, enfin les gens que vous rencontrez. Et c'est vrai qu'il y a une certaine difficulté à venir à bout de vieilles catégories qui encombrent les cerveaux. Et comme le dit mon ami Laurent Châtel, qui travaille aussi sur les jardins, entre autres en Angleterre, étouffent l'analyse de la créativité et ne font aucune place à une structuration commune de recyclage, reconstruction, recomposition d'éléments. Donc, il me semble que plus j'approfondis, plus cette volonté d'opposer d'une façon systématique le jardin dit à la française. Alors je vous ai mis là des espèces d'images qui sont comme des icônes absolues, donc bien évidemment Vaux, ou les magnifiques dessins représentant Marly dans les albums commandés par Louis XIV, qui semblent être des concentrés, des cristallisations de tous les traits caractéristiques de ces jardins dits à la française, alors que vous savez que c'est une dénomination qui, quand on fait une analyse assez fine de l'usage de cette manière de dire, nous ramène au XIXe siècle et non pas du tout au XVIIe siècle où on disait jardin français ou jardin régulier. Et puis, cette opposition totalement systématique avec les jardins dits à l'anglaise. Ici, je vous montre un relevé de 1814 absolument magnifique, de Bagatelle
au moment où son propriétaire, après la Révolution, va retrouver ses biens, avec l'absolue opposition de l'ancien système formel, de cette régularité, de cette symétrie, pour une volonté d'imiter, d'essayer de trouver des formes souples, régulières et irrégulières, rappelant les tracés naturels des eaux, des chemins, etc. Donc nous sommes encore confrontés à cette manière de voir ces questions. Et alors, par exemple, il y a un trait que j'ai retrouvé récemment, et je vous le dirai pourquoi, une espèce de manie, je dirais, qui me semble un peu dérisoire, dans la volonté d'identifier absolument le premier jardin à l'anglaise fait en France. Alors, c'est ainsi que l'architecte en chef des monuments historiques, Jacques Moulin, a identifié le premier jardin à l'anglaise avec celui du château d'Aunois dans la commune de Champeaux, en Seine-et-Marne, d'ailleurs pas très loin de Vaud, mais que le grand historien anglais John Harris veut absolument que ce premier jardin soit celui de la comtesse de Boufflers dans son hôtel Saint-Simon au Temple. Or, si on y réfléchit un peu, même si les premiers exemples de ces nouveaux jardins qui existent depuis les années fin des années 1720, plutôt au courant des années 1730 en Angleterre, arrivent en France dans les années 1760, on a dit après le traité de Paris, etc., ou avec la Folie Boutin en 1766, je pense qu'on ne comprend rien si on ne retourne pas largement en arrière aux années 1725, 30, 40, c'est-à-dire à la Régence et au début du règne de Louis XV. Car il s'agit bien évidemment d'une évolution non seulement d'un système formel, mais d'une évolution des mentalités, de changements dans les rapports que les hommes de l'époque entretiennent avec la nature, le paysage, à ce moment où l'on assiste à l'éveil de l'âme sensible, dont participe pleinement l'évolution qui va se produire dans la création des jardins. Alors, cet éveil de l'âme sensible renvoie très précisément au chapitre d'ouverture rédigé par Michel Delon, le grand 18e, du tome 2 de l'Histoire des émotions, publié en 2016, sous la direction d'Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello, où le spectacle de la nature, les grandes émotions météorologiques, etc., jouent un rôle essentiel. Mais cet intéressant ouvrage s'inscrit dans une très riche bibliographie que l'on peut dire déjà ancienne, puisque je pense que le grand livre de Daniel Mornay, Le sentiment de la nature en France, de Jean-Jacques Rousseau à Bernardin de Saint-Pierre, qui remonte à 1907, reste un livre phare où, comme celui très novateur de l'historien anthropologue anglais Keith Thomas, dans Le Jardin de la nature, la mutation des sensibilités en Angleterre à l'époque moderne, 1600-1800, paru en 83 en Angleterre et en 1985 en français. Or, l'historien anglais, Keith Thomas, observe, je cite, « la lente et profonde mutation des rapports entre l'homme, la nature et les animaux, qui produit des déplacements souvent minuscules et cumulatifs, mais infiniment significatifs. » Et je pense qu'il propose là une véritable méthodologie, loin des affirmations spectaculaires, mais qui seule permet de rendre compte et de comprendre en profondeur les changements qui vont aboutir à l'apparition de nouvelles formes de l'art d'imaginer les jardins. Donc, ce que je vais vous proposer dans cette présentation, c'est quelques exemples de déplacements minuscules et cumulatifs. Alors, je vais simplement commencer par une espèce de petit préambule pour savoir aussi de quoi nous parlons quand nous parlons des jardins. Et j'ai choisi comme exemple la Folie de Chartres, qui, vous savez, est devenue l'actuel parc Monceau.
parce que nous avons la chance de posséder une série de plans très complète et qui pose justement cet extraordinaire problème de ce qu'est un jardin dans non seulement sa complexité, mais son évolution à travers le temps. Le fait que très souvent le propriétaire possède une parcelle relativement restreinte et puis va chercher à agrandir le domaine jusqu'à le transformer complètement. Et quand on parle de jardin, de quoi on parle, à quel moment on se place dans la manière de le considérer. Et ici, je vous montre donc ce plan, ce premier plan qui est donc annexé au contrat de 1769, qui correspond à un plan extrêmement original dans ses tracés. Alors c'est tout à fait amusant parce que, pour revenir à ma manie de tout à l'heure, dans le catalogue de l'exposition qui date des années 80, on dit que c'est un plan à la française. Alors voilà, question. Moi je suppose que si on se place dans un contexte esthétique du moment, nous sommes en plein goût à la grecque. Et donc nous avons là un jardin, un tracé qui renvoie à quelque chose de tout à fait particulier qui constitue une des premières phases du goût néoclassique. Alors bien évidemment, vous savez que ce jardin a été fait par cet amuseur, écrivain, homme de théâtre, portraitiste, qui était un peu l'homme à tout faire culturel donc du duc de Chartres, le fameux Carmontel. Et donc ici on a ce fameux tableau qui donne une vision de ce jardin où tous les lieux et tous les temps sont évoqués. Et puis, je vous montre rapidement, parce qu'il ne s'agit pas de m'attarder sur cet exemple, mais voilà, le jardin s'agrandit, le tracé persiste. Là, ici, il s'agit de la planche de Le Rouge, donc on voit que le jardin a doublé, triplé, quadruplé, mais que le tracé initial se retrouve toujours. Alors, mystère. Ici, nous sommes beaucoup plus tard, en 1788, quand le jardinier écossais Thomas Blakey est sollicité pour moderniser le dit jardin. Et vous voyez qu'il semble que les traces du premier noyau que je vous ai montré tout à l'heure aient disparu. Donc, on aurait tendance à dire, ben voilà, il a effacé les premières traces du premier jardin pittoresque de la fin des années 60. Or, nous avons la chance d'avoir un document qui est un relevé, donc un document tout à fait certain, qui date de 1803 et où on voit que la structure initiale a bien été conservée. Donc, le projet, ce dessin de l'époque de Blakey est sans doute un projet qui n'a été qu'en partie réalisé. Voilà. Alors je vous montre simplement cette série parce que elle pose la question de cet objet tout à fait particulier que représente le jardin, dans la manière de le considérer, dans sa temporalité particulière, dans ses transformations, et de quoi on parle, et quand est-ce qu'on se place pour en parler. Et là, on a un cas qui permet de toucher du doigt toute cette complexité. Donc, revenons-en à quelques exemples de déplacements minuscules et cumulatifs. Alors, je vais commencer par une citation que j'aime beaucoup, puisqu'il s'agit du pittoresque, que j'emprunte à l'abbé Laugier. Alors, vous connaissez tous l'abbé Laugier, parce que c'est le fameux auteur donc de l'essai sur l'architecture, avec cette autre icône absolue de l'histoire de l'architecture sur la cabane originelle de la fondation du système des ordres en Europe, etc. Et je reviens légèrement en arrière parce que on a beaucoup insisté sur ce texte donc d'un père jésuite très bien vu à la cour, qui donnait des grands discours donc le dimanche.
et qui écrit dans son livre sur l'architecture un assez long paragraphe, un assez long développement sur les jardins. Et parmi ce développement, je reviendrai sur 2 ou 3 citations tout à l'heure, il dit « Plus il y aura de choix, d'abondance, de contraste, de désordre, même dans cette composition, plus le parc aura de beauté piquante. » Alors déjà, piquante est un mot intéressant à relever par rapport à une certaine idée du classicisme. Et puis, il rajoute le pittoresque. Et là, on a une apparition du mot sans doute tout à fait intéressante à cette époque. On est en 1755, c'est la 2e édition. Le pittoresque peut se rencontrer dans la broderie d'un parterre comme dans la composition d'un tableau. Alors, si on reprend la vulgate absolue de la description du jardin à la française, à l'anglaise, trouver du pittoresque dans la broderie d'un parterre, ça paraît être une totale aberration. Or, c'est bien cela que nous dit notre père Laugier. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que je ne m'étais jamais posé la question, et ça c'est une manie qui nous est venue l'année dernière avec Laurent Châtel, où nous avons été amenés à intervenir sur un sujet à propos de la non-réception de la figure de Capability Brown, le grand créateur de jardins en Angleterre des années 1750-1760, le nôtre anglais, donc sur la non-réception de Capability Brown en France, puisque nous avons trouvé quelques extrêmement rares citations du nom de ce grand personnage et très peu d'allusions à ses œuvres, ce qui prouve qu'il reste beaucoup de travail en finesse à faire pour comprendre les transmissions des modèles et surtout la réception complexe d'un pays à l'autre, des systèmes de formes, des théories. Et ce qui est tout à fait amusant dans le fait qu'on ait traduit dès 1755, donc au moment de la parution de la 2e édition, l'essai du père Laugier, c'est que vous voyez dans la page de titre, qui est beaucoup plus développée que la page de titre française, il est à la dernière ligne, il est bien dit « and the planning of gardens ». Donc les Anglais reçoivent le livre en ayant l'idée, la conscience que le jardin est tout à fait important dans le développement de cet essai. Alors, je ne vais pas y insister trop, mais ce qui est amusant, c'est que Laugier, donc qui écrit en 53-55, commence en remarquant que l'art des jardins a atteint une espèce d'apogée au moment du règne de Louis XIV, mais très très vite, il va se livrer à une critique en règle de Versailles à cause de sa situation ingrate, de la tristesse et de l'ennui du visiteur. Un second défaut, c'est la régularité trop méthodique de ces jardins. Tout est compassé, contraint. C'est un de ces discours pleins d'affaîtrie, dont tous les tours sont étudiés, toutes les périodes arrondies, où tout est mesuré à l'équerre. Le 3e défaut est qu'on y est trop renfermé. Les jardins de Versailles sont comme ces tableaux du Caravage où le noir domine à l'excès. Et la comparaison est tout à fait troublante, ou comme la musique moderne, où la profusion des dissonances opère un terrible effet sur les sens. Enfin, le 4e grief s'affirme plus général. La verdure y manque, de vivacité et de fraîcheur, la couleur des fleurs en est absente, le sable des allées bien trop aride et les bassins trop souvent remplis d'eau croupie et puante. Donc, on voit qu'en 1755, Versailles n'est plus le modèle absolu et l'exemple absolu. Et il se livre à toutes sortes de réflexions et il en vient à considérer que les jardins de son temps, donc les jardins de ces années du début du règne de Louis XV, l'art des jardins, nos jardins prennent tous les jours une parure plus riante, plus vraie, plus naturelle. Et comme il s'agit de fournir de nouveaux attraits à l'inclination qui nous fait rechercher à tous le délassement de la campagne, il est à présumer qu'on perfectionnera toujours davantage cet art.
Et il en vient, en fait, à une célébration extrêmement précise de quoi? Des jardins du roi Stanislas Leczinski en Lorraine, c'est-à-dire donc du beau-père de Louis XV. Et voilà ce qu'il dit. Là, on se promène dans les jardins où la nature est dans son beau et infiniment diversifiée. Là, on voit de belles eaux bien vives, bien coulantes, s'élever en colonnes, se précipiter en cascades, former les jeux les plus singuliers et les plus charmants. Là, on voit des portiques en colonnes d'eau, des salles dont les fenêtres sont toutes en stores d'eau, des salles à manger illuminées par des grands lustres d'eau. Là, en un mot, on trouve une foule de nouveautés ingénieuses et partout, c'est le riant et le gracieux qui dominent. Donc, je vous fais passer en arrière-plan de cette célébration des demeures en style rococo, hein, des jardins dont certains ont en partie persisté comme à Lunéville, mais dont beaucoup ont disparu comme la Malgrange, où il y avait ce tout à fait étonnant parterre d'eau qui s'inspirait assez précisément du jardin des sources du Grand Trianon. Donc en fait, on voit sous la plume d'un grand théoricien la célébration d'un autre style de jardin. Et c'est ce style de jardin, c'est ce que je voudrais vous montrer, il a quasiment disparu de la mémoire de l'histoire des jardins. Il figure presque pas dans les histoires de jardins. Et vous savez que des histoires des jardins en France, nous n'en avons pas beaucoup, puisque la dernière fois qu'on a écrit une histoire des jardins en France, c'est le grand historien Ernest de Ganay qui a publié un petit livre très précieux, mais qui date quand même de 1949. Bon. Donc, ce questionnement sur lequel je reviens, hein, des déplacements minuscules et cumulatifs, et j'ai une proposition à vous faire que j'ai appelée le paramètre des serpenteaux. Alors, qu'est-ce que le paramètre des serpenteaux? C'est une découverte que j'ai faite grâce à un personnage tout à fait essentiel de l'histoire des jardins, dont vous connaissez sûrement tous le nom, qui est cet Antoine-Joseph Desalliés d'Argenville, qui est à la fois un amateur, donc titulaire d'une charge royale, etc., mais qui est aussi un praticien, comme on l'a découvert en travaillant plus récemment, qui va publier en 1709, donc 9 ans après la mort de Lenôtre, un livre, La théorie et la pratique du jardinage, livre qui va être une espèce de somme, non pas du tout théorique, mais pratique, que tout grand propriétaire a dans sa bibliothèque. Sabine Cartwivels, qui avait commencé une thèse sur des alliés, en avait trouvé une quantité astronomique dans un nombre incroyable de bibliothèques de châteaux, jusqu'au fin fond de la Pologne, où on a même trouvé une traduction manuscrite non éditée, le livre ayant été traduit en anglais, en allemand, en italien, et donc surtout ayant été réédité aussi bien officiellement que d'une façon officieuse, entre autres comme d'habitude à Amsterdam, un nombre de fois incalculable, et avec des corrections, des compléments. Donc un livre qui va traverser tout le XVIIIe siècle, non seulement en tant qu'objet livre, mais aussi à travers ces planches qui vont être diffusées pour elles-mêmes. Donc on a un objet très important. Desalliés a fait l'objet d'un travail, d'un séminaire il y a quelques années à l'INHA, qui a donné lieu à une exposition et à cet ouvrage de synthèse. Je vous montre ici le jardin justement personnel dessiné par Desalliés qui correspond à une des planches de son livre, et une des planches de son livre. Or, quand on regarde la manière dont le livre évolue, on s'aperçoit que la réédition de 1747 est extrêmement importante, et dans une des planches,
il parle de serpentement. Alors le serpentement peut être, comme vous voyez ici, ce petit, vous voyez en haut de la planche au centre, ces chemins qui commencent à tourner, à onduler, etc. Mais en fait, c'est dans la 6e planche, pour un jardin dressé en pente douce, soutenu par une seule terrasse, avec des serpentements, mais dans sa correspondance conservée à la Bibliothèque nationale, donc au manuscrit, il y a une série de lettres où il parle, avec un petit dessin dans la marge, de serpenteaux. Et vous voyez en fait que ça correspond... Alors, je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Voilà, c'est ça. Vous voyez ces petites ondulations de ruisseaux ou de plates-bandes de gazon qui ondulent autour d'un parterre lui-même de gazon. Alors, c'est là où il s'agit d'aller chercher dans l'évolution des formes des détails qui portent un nom. Et ces serpenteaux, on va les retrouver formulés en tant que tels beaucoup plus tard chez Pierre Panseron, qui est un dessinateur de jardin, mais aussi un entrepreneur de jardin, parce que j'avais trouvé une archive où il écrivait à une cliente en Bretagne en lui décrivant le projet du jardin derrière un prospectus qu'il avait fait. Donc vous voyez qu'on est là dans les années 83-88, à une époque où les jardins anglo-chinois et les jardins à l'anglaise ont connu déjà un vrai développement. Et voilà la planche en question. Vous voyez que il y a... Je vais vous donner le détail en I. Donc vous voyez, il dit « cabinets par lesquels on est conduit par des serpenteaux pratiqués dans les massifs ». Alors que vous voyez qu'on est dans un jardin dont les structures sont restées extrêmement régulières. C'est comme une double écriture qui viendrait se superposer. Il y aurait l'écriture principale qui resterait cette régularité géométrique. Et puis, dans la masse des bosquets, viendraient s'inscrire tous ces chemins tournants qui viennent indiquer la volonté de faire évoluer, mais d'une manière extrêmement subtile, le système de forme, et non pas de substituer radicalement des transformations totales de la manière de inventer les jardins. Donc, quand on cherche bien, on est confronté à de bien étranges objets. Et j'ai une vieille manie, et ça faisait beaucoup rire Laurent Lebon, qui m'avait mis au pied du mur en me disant « tu fais ça pour l'exposition, mais j'aimerais faire un jour un atlas de 1000 plans de jardin ». Alors j'en ai quelques centaines en réserve, et je vous montre ce dessin qui est aux arts décoratifs, parce que si on vous avait exhibé ce dessin sans tout à fait vous le remettre dans le contexte, on pourrait penser que c'est un artiste du XXe siècle qui s'est amusé à gribouiller quelque chose. Non, non, quand on regarde de près le dessin, il pourrait d'ailleurs être italien, on est bien devant un dessin du XVIIIe siècle. Donc on voit qu'il y a là tout un travail de compilation, d'analyse fine pour avancer dans ces manières de penser et de voir les choses. Alors je vous montre quelques-uns de ces grands exemples, entre autres ici à Trianon, où le premier jardin, qui est dû à Gabriel, comporte le jardin qui existe toujours, dit jardin français par opposition à celui de Marie-Antoinette. Vous voyez ce système extrêmement complexe, malgré tout, de cette double écriture qui vient se juxtaposer et qui montre quoi? Cette envie de découvrir par surprise l'intérieur des bosquets. C'est ça, le chemin tournant, ça permet de se promener et puis tout d'un coup de déboucher devant le décor interne d'un bosquet sans en connaître dès le départ de quoi il est constitué. Et je vous montre à côté justement le fameux projet de Caraman, donc le premier projet non réalisé pour le petit Trianon, où on voit les deux et on voit justement dans cette juxtaposition l'évolution
Et en fait, vous savez que ce sera le projet de Mick qui sera réalisé et non pas le projet de Caraman. Alors, un autre endroit tout à fait intéressant, c'est Bellevue. Bellevue a totalement disparu. Bellevue était due à un tout à fait remarquable architecte de jardin, donc Garnier d'Isle, qui est un descendant d'ailleurs de Dégodet, le neveu de Lenôtre. Donc là, on est dans cette longue généalogie des jardiniers. Et quand on regarde les vues de Bellevue, c'est une création totale que Louis XV va offrir donc à Madame de Pompadour. Ce qu'on voit nous semble nous renvoyer stricto sensu à tout ce vocabulaire, ce grand vocabulaire du XVIIe siècle, tel qu'il avait été développé par Lenôtre et ses successeurs. Alors, si on se penche sur certains plans, on s'aperçoit que tout en haut à gauche, vous avez, on le voit peut-être pas assez en détail dans l'index qui accompagne la planche, mais il est indiqué qu'il s'agit d'un bosquet à l'anglaise. Et c'est assez amusant parce que quand il y avait eu la grande exposition sur le goût de Madame de Pompadour, le conservateur qui avait écrit la notice dit « On ne voit absolument rien d'anglais dans le jardin ». Eh bien si, le problème est que nous avons des serpenteaux, des chemins tournants, et quand on va analyser d'un peu plus près les archives, on s'aperçoit que ce bosquet est entièrement planté soit d'arbustes venus d'Extrême-Orient, soit d'arbres venus d'Amérique du Nord. Donc la modernité apparaît dans le détail du serpenteau et dans les nouvelles plantes qui commencent à arriver en Europe et qui viendront peu à peu transformer l'art des jardins, surtout à partir du début du XIXe siècle, où il faut le temps de la mutation, de l'adaptation de tous ces nouveaux végétaux qui ne sont plus utilisés de façon expérimentale, mais plus de façon radicale. Et en fait, Bellevue va avoir son agrandissement en style pittoresque pour mesdames, les tantes du roi, mais vous voyez qu'il s'agira d'un agrandissement qui se fera latéralement, mais qui ne viendra pas bouleverser radicalement la structure initiale du jardin. Et vous voyez que nous avons là le rappel du hameau de Marie-Antoinette. Donc on a là cette complexité qu'il s'agit de suivre aussi à travers la simplicité de petits détails, mais qui, pour les gens de l'époque, ont un sens. S'il y a un bosquet à l'anglaise à Bellevue, ça a tout à fait une réelle importance. Alors, je voudrais vous montrer aussi un autre aspect tout à fait intéressant qui, jusqu'à maintenant, a peu été regardé et est apparu d'une manière assez radicale l'année dernière quand le cabinet des dessins du musée du Louvre, grâce à son conservateur, a souhaité rassembler le maximum de ces fameux dessins de Jean-Baptiste Oudry faits dans les jardins d'Arcueil dans les années 1744-46. Voilà le catalogue de l'exposition. Et vous savez que d'une façon, c'est un cas tout à fait exceptionnel. Ces jardins ont été dessinés par Boucher, par un certain nombre d'autres artistes, mais Oudry nous a laissé une centaine de dessins dont la majeure partie était rassemblée dans l'exposition. Or, traditionnellement, il était dit que ce jardin était à l'abandon. Alors, quand on a rassemblé tous ces dessins, il y en a qui ont disparu dans l'affaire, et qu'on regarde en détail un certain nombre de ces dessins, on s'aperçoit que ce jardin ne paraît nullement à l'abandon. Il y a de très beaux treillages, un certain nombre d'arbres sont soigneusement taillés, mais qu'est-ce qui fait que dans l'esprit des historiens, ce jardin, traditionnellement,
était perçu comme à l'abandon. Alors ça c'est assez amusant parce que un des arguments c'est ce dessin-là où vous voyez que on a une forme de bassin irrégulier et qui était dit, vous voyez, c'est en train de se défaire. Alors si vous regardez bien, ça ressemble extraordinairement aussi au système des eaux installées par le nôtre dans le parterre d'eau de Trianon. Donc en fait, un a priori était venu se greffer sur ce jardin d'Arcueil. Ces jardins d'Arcueil datent quasiment des traces à la Renaissance, c'est un système de terrasses qui va être repris donc et réaménagé d'une façon assez radicale dans les années 1730. Et je pense que nous avons là un des très beaux jardins, alors là il y en a quelques-uns qui ont disparu, mais un des très très beaux jardins de ces années 30-40 que nous percevons comme abandonnés. Pourquoi ? Parce que vous avez vu pour certains des dessins que simplement les arbres sont laissés en port libre. Or, dans une pensée un peu trop théorique, si tout n'est pas taillé au cordeau, c'est qu'on ne s'occupe plus du traitement du jardin, mais c'est simplement un changement de goût. Et je voudrais vous lire ici, dans le même état d'esprit, une citation Diderot, qui est une lettre à Sophie Voland qui date de 1759. Diderot adore Marly, il en parle très souvent, et voilà ce qu'il dit. Nous partîmes hier à 8h pour Marly, nous y arrivâmes à 10h30, nous ordonnâmes un grand dîner, et nous nous répandîmes dans les jardins, où la chose qui me frappa, c'est le contraste d'un art délicat dans les berceaux et les bosquets, et d'une nature agreste, dans un massif touffu, de grands arbres qui les dominent et qui forment le fond. Ces pavillons séparés et à demi enfoncés dans la forêt semblent être les demeures de différents génies subalternes dont le maître occupe celui du milieu. Cela donne à l'ensemble un air de féerie qui me plut. Et un peu plus loin, il se promène. Je portais à travers les objets des pas errants et une âme mélancolique. Les autres nous devançaient à grands pas et nous les suivions lentement, le baron de Gletschen et moi. Je me trouvais bien à côté de cet homme. C'est que nous éprouvions dedans de nous un sentiment commun et secret, une chose incroyable, comme les âmes sensibles s'entendent presque sans parler. Nous parcourûmes les hauts, j'observai que toutes les eaux, il n'y en avait point d'aussi belles que celles qui tombent sans cesse ou qui coulent, et qu'on n'en avait pratiqué nulle part. Et nous nous entretînmes d'art, de poésie, de philosophie et d'amour, de la grandeur et de la vanité de nos entreprises. Et donc on voit comment Marly a évolué. Marly est entretenu, mais le roi n'y vient plus. Et on continue simplement à entretenir, au fond, les structures tout autour des pavillons. Et on a laissé se développer les grands arbres, alors ici il ne s'agit pas du tout a priori de Marly, mais c'est un dessin d'une série magnifique de Fragonard. Ce dessin est d'ailleurs exposé au Grand Palais. C'est l'allée ombreuse où on voit bien l'alignement des grands arbres qui ont poussé, dont les troncs ont grossi, dont on a laissé se développer parce qu'on n'aime plus les arbres taillés au cordeau, mais où il s'est installé une espèce de style intermédiaire qui fait que c'est à travers aussi le respect ou une nouvelle manière de traiter le végétal qui fait que l'évolution du jardin va se faire, je dirais, presque naturellement. Et d'ailleurs, un théoricien du début du XIXe siècle va expliquer les transformations du style régulier vers le style irrégulier par justement la pure transformation de la végétation. Et on trouve à peu près les mêmes choses quand on regarde le décor des fêtes galantes
de Watteau et des autres peintres de cette même époque. Donc on est dans les années 30 ou un peu plus tard ici, mais toujours dans cette sensibilité à une nature laissée relativement à elle-même, et où aussi viennent s'installer des structures qui, elles, appartiennent totalement au rococo, où on a, jusqu'à maintenant, on s'est peu préoccupé de savoir s'il s'agissait de pures inventions, de décors de théâtre ou de formes dont on a pu conserver de rares exemples. Et je vous montre ici le magnifique nymphée de la Rivette près de Lyon, de l'architecte Soufflot, donc dans les années 45-47, où on voit que certaines de ces structures, de ces grands buffets d'eau, de ces escaliers assez complexes, ont effectivement été amenés, ont existé dans les jardins, mais que l'histoire, les jardins sont des objets complexes mais fragiles, ont fait que certains ont été conservés. Regardez bien ici, dans ce très joli tableau de Lancret, la structure de la fontaine à droite, et ici, donc dans un ensemble absolument merveilleux, même si c'est un des plus beaux jardins en ruine de France, donc dans le parc de Bizy dans l'Eure, on a l'exemple d'un des grands concepteur de l'époque, Contant d'Ivry, sur lequel on avait fait une exposition il y a quelques années aux archives de l'Essonne, un des très très grands concepteurs de jardins rococo qu'on a jusqu'ici peu regardé de près. Donc, il faut multiplier les exemples pour comprendre toutes ces transformations, donc toujours de Contant d'Ivry, une série d'extraordinaires dessins d'un château dans la Somme, avec ces enchaînements de formes en forme de lyre, de cœur, mais qui n'ont strictement plus rien à voir avec ce qui se faisait antérieurement, mais qui montre donc tout ce monde donc né des Serpenteaux et de cette autre volonté d'inscrire des systèmes de formes qui sont parfois d'ailleurs pas simples à analyser. Ici, il s'agit d'un ensemble de dessins réunis pour une très jolie exposition par une de nos collègues en Auvergne. Comment interpréter ces tracés à la fois géométriques, mais qui présentent des systèmes, des détails irréguliers ou des juxtapositions complexes tout au long donc de ce XVIIIe siècle qui montre une variété qu'on n'a peut-être pas regardée d'assez près pour la comprendre, et qui, quand on avance dans le temps, montre ce que j'appelle les glissements progressifs des tracés rococo vers l'écriture des jardins anglo-chinois, et les planches, les fameuses planches des jardins anglo-chinois de Le Rouge nous en donnent une extraordinaire quantité qui demanderait d'être systématiquement reprise, analysée, remise sur le terrain, comprise, et non pas regardée comme une simple compilation, mais comme des formes, des jardins et des systèmes formels qui ont leur autonomie d'époque en époque, et non pas simplement des formes de transition. Alors, j'avance dans mon discours, et il y a quelque chose qui m'a toujours frappé. C'est un travail que j'ai fait il y a fort longtemps sur le portefeuille. On a la chance d'avoir conservé, et on a fait une exposition d'ailleurs il y a quelques années à Blois, plusieurs centaines de dessins du portefeuille du marquis de Marigny, donc du frère de la Pompadour, le ministre de la Culture de Louis XV, donc pour son jardin de Ménard. Et là, on touche du doigt à un moment où
cette transformation formelle a déjà acquis une certaine reconnaissance, on touche du doigt qu'il y a des subtilités qu'il s'agit de remettre en forme. Et voilà donc le tracé général du jardin. Donc vous avez tout le grand parc de chasse qui existe encore et le jardin lui-même en bordure de Loire. Vous savez que quand on a travaillé en 2013 sur le nôtre, Patricia Bouchenaud-Deschamps a pu montrer que la structure du jardin est sans doute, et même presque sûrement, de le nôtre. Et au fond, quand en 1762, à la mort de sa sœur, Marigny va hériter de cet admirable ensemble, il est parfaitement au courant, en tant que ministre de la Culture, de toutes les transformations, et de l'Architecture, directeur des bâtiments, de toutes les transformations et de la mode, mais il va presque rien changer à ces jardins. Il va simplement demander aux architectes qu'il a sous la main les plus célèbres de lui mettre des fabriques dans des lieux stratégiques du jardin, mais toujours bien dans l'axe, en ne transformant strictement pas les terrasses, les structures régulières, dont il savait sans doute qu'elles avaient été installées par le grand architecte de Louis XIV. Mais on a la chance d'avoir toute la correspondance qui va avec les dessins. Et voilà qu'en 1770, donc à une époque où l'art des jardins à l'anglaise a déjà donné lieu à des tas de réalisations tout à fait extraordinaires, il écrit à Soufflot, donc qui est en train de construire Sainte-Geneviève, les grands bâtiments parisiens. Voilà ce qu'il lui dit. « Il me vient dans l'idée que 4 de ces certaines colonnes qui porteraient un baldaquin chinois au-dessous duquel serait une table ronde de marbre pourraient remplacer l'obélisque de Ménard. » Cette simple proposition lui valut une véritable homélie de la part de Soufflot le 14 septembre suivant. « Monsieur, écrit Soufflot, un directeur général, sous l'administration duquel la bonne architecture a reparu en France après une absence presque totale de plus de 30 ans, l'architecture rococo, ne doit, je pense, faire bâtir chez lui ni dans le goût chinois, ni dans le goût arabesque. En conséquence, monsieur, après avoir esquissé des choses de ces genres, je suis revenu à celui qui doit mieux vous convenir. Vous avez un temple toscan, c'est-à-dire là, ce que vous avez sous les yeux, qui donne l'idée de ce que les Grecs et les Romains appellent monoptères. Celui que j'ai l'honneur de vous adresser donnerait une idée des rotondes et serait d'ordre dorique. Je l'ai fait fort simple, mais d'un caractère mâle, afin qu'il fasse de l'effet de loin. » Ce à quoi Marigny répliqua le 22 septembre. « Je conviens avec vous, monsieur, de ce que devrait faire un chef des arts. Mais vous conviendrez avec moi que c'est ma personne et non ma place qui réside à Ménard. Notre rotonde dorique est du meilleur goût possible. Aussi en garderai-je avec soin les dessins dans mon portefeuille. Je veux absolument dans cette partie de mon jardin un kiosque ou un belvédère chinois, et je persiste à croire qu'il y réussira mieux que la masse sérieuse d'une rotonde, quelque élégante qu'elle fût. S'il vous vient quelque idée heureuse dans ce genre que je désire, vous me ferez grand plaisir de me l'envoyer. J'avais prévu votre détermination pour le genre noble et mâle. Aussi ai-je frappé à plus d'une porte. » Alors, cet échange, il est extraordinairement amusant. Il n'est pas anecdotique. Parce que Soufflot, en fait, ne sait pas que est passé par là, peu de temps avant, l'architecte Charles de Wailly qui allait chez d'Argenson aux Ormes et que le cher Marigny lui a dit « Mon cher ami, j'ai besoin de fabrique » et donc il lui fait des petits dessins, etc. On a tout ça. Et Marigny qui a sous la main tous les architectes possibles, imaginables à sa disposition, va, par exemple, demander à Azon. Azon, c'est le beau-père de Brognard, et Azon, il n'a pas très bien compris, et Azon, il lui fait une chinoiserie qu'il va récupérer dans un décor de théâtre. Qu'est-ce que veut Marigny ? Marigny, il écrit en toutes lettres. Il veut un pavillon chinois qui s'inspire des gravures de William Chambers. Et William Chambers, il avait fait ses études avec De Wailly chez
l'architecte Blondel, dans les années 1750. Donc en fait, il y a confusion dans la tête de Soufflot. Soufflot, il en est resté à la tradition des chinoiseries, c'est-à-dire de ce genre d'objets, de ce genre de système de formes extraordinairement amusant, dont le chef-d'œuvre absolu se trouve à Potsdam, objets qui n'ont rien à voir ou pas grand-chose à voir avec un modèle chinois, mais Soufflot, il ignore que petit à petit, grâce aux jésuites, grâce entre autres à Chambers qui va ramener de ses voyages en Extrême-Orient toutes sortes de dessins qu'il va publier dès 1757 en français et en anglais, il va ramener quoi? Une vision quasiment proto-ethnographique, extrêmement savante des modèles de l'architecture chinoise en bois, et que ces modèles vont frapper l'imagination des architectes qui ne connaissaient pas du tout, ou très peu, ou très mal, à travers quelques rares représentations, ces structures tout à fait étonnantes, comme ces portes de lune circulaires. Vous imaginez ce que ça pouvait signifier pour des architectes qui, depuis l'Antiquité, connaissaient le grand système des ordres. Et donc, en fait, on est bien là dans un moment de basculement. Et c'est à travers quelque chose que je vous ai lu qui peut paraître éminemment anecdotique, que tout d'un coup se perçoit des transformations en profondeur et qui doivent être prises dans toute leur épaisseur, de même que tout à l'heure je vous ai dit qu'on avait travaillé sur la non-réception donc de Capability Brown, mais il reste à regarder de très très près, de beaucoup plus près que l'on a pu le faire jusqu'à maintenant, comment les modèles circulent, comment les voyageurs vont d'un pays à l'autre, qu'est-ce qu'ils en retiennent. On a eu la chance, par exemple, de travailler avec Janine Barrier sur le carnet de voyage de l'architecte Bélanger, qui est un des plus grands concepteurs de jardins de l'époque, Bagatelle, la Folie Saint-James, etc., qui va en Angleterre, en s'inspirant du livre de Thomas Whately, publié en 71 en français, et qui se fait tout un itinéraire pour aller voir quoi? Des rochers, des cascades et un certain nombre de fabriques pour l'inspirer. Pourquoi? Pour la conception de Bagatelle. Donc il y a un travail en finesse, un travail en extrême subtilité chronologique, comparative, pour montrer tous les déplacements, toutes les variations. Et ce travail, il a été fait en partie, mais il n'a pas été synthétisé. Alors, pour terminer, je voudrais évoquer deux lieux qui nous renvoient à ce que je vous ai annoncé au début. Donc, au moment de l'exposition de 1977, au fond, il s'agissait de quoi? Il s'agissait de sauver des jardins en train de finir de disparaître. Et le cas le plus extraordinaire cette nécessité de sauvetage, c'était le désert de Retz, qui avait été classé pendant la guerre, avait attiré l'attention très tôt donc de cet historien suédois Oswald Siren, qui, avant la guerre, avait rassemblé toute une documentation qui ne sera publiée qu'en 1949, mais qui est un personnage tout à fait passionnant parce que c'est un spécialiste de la Chine. Et il faut que ça soit un spécialiste de la Chine qui, tout d'un coup, attire l'attention dans un moment où tout le monde s'en foutait royalement de ce type de jardin, n'y voyant que des kitscheries sans grand intérêt, pour dire mais non, il y a là quelque chose qui montre des échanges, montre une volonté d'ouverture de la part de l'Occident par rapport à une civilisation qui est peut-être pour la première fois reconnue comme plus ancienne que les civilisations occidentales, comme étant porteuse d'une culture extrêmement élaborée. Bon, et là vont s'emparer de toute cette extraordinaire lieu nos amis surréalistes. Et voilà, là on a un moment aussi d'intérêt, mais malheureusement
cet extraordinaire lieu. Là, c'est un dessin que je vous montre qui a été retrouvé très récemment dans des archives. Il avait disparu dans une bibliothèque à Stockholm. Il est réapparu d'une manière un peu miraculeuse. Et donc, cet extraordinaire jardin aménagé à partir de 1774 par Monsieur de Monville, va attirer l'attention. Marie-Antoinette y viendra, le roi Gustave III y viendra. C'est justement ce dessin que Monville va donner au roi Gustave III. Ce lieu qui avait été peut-être le plus représentatif de ces folies, dans le style anglo-chinois, puisque la première maison de Monsieur de Monville était cette extraordinaire maison de bois précieux qui a perduré jusqu'au début du siècle pour disparaître entièrement, et on a juste pu recueillir dans les années 60 quelques panneaux disjoints, était appelé à totalement disparaître. Et vous savez que c'est un petit groupe d'amis amateurs qui se sont battus pour attirer l'attention des pouvoirs publics, et que André Malraux va un jour faire un grand discours à la Chambre des députés en disant qu'il fallait absolument sauver cet endroit en 1964, et va être prise cette fameuse loi obligeant tout propriétaire d'un lieu classé, ce qui était le cas, même à son corps défendant, de restaurer dans des conditions très compliquées. Une loi qui n'a presque jamais été appliquée, mais donc de sauver et de restaurer ce bâtiment, chose qui a été en partie commencée à travers d'énormes travaux, dont là vous avez des vieilles photos qui montrent le début de mise en sécurité de la colonne qui était en train de s'ouvrir et de s'écrouler, ou de la nécessité de retrouver les tracés des sols extrêmement subtils, etc. Et qui, ici je vous montre une photo après la tempête de 99, pour vous montrer que le jardin, c'est aussi ce monde sans arrêt menacé, qui demande tellement de soins et qui nous ramène aussi à des problématiques tout à fait actuelles, des changements climatiques et de certaines manières de penser d'une façon un peu neuve les types d'interventions qu'on sera amené à faire dans les temps futurs dans les jardins. Alors l'autre lieu aussi sur lequel nous avions à l'époque beaucoup insisté, c'est un endroit que vous connaissez, je pense, presque tous, qui est le parc de Méréville, dans l'Essonne. Et ici, vous avez un plan à gauche qui vient tout droit de l'agence de Bélanger, puisque c'est l'architecte Bélanger qui est appelé par la Borde en 87 pour faire un premier plan. Mais vous savez qu'il va très vite ne pas s'entendre, ils vont se disputer pour des raisons diverses et variées, et donc c'est le peintre Hubert Robert qui va venir compléter les scènes donc de ce jardin absolument exceptionnel, dont il reste assez d'éléments pour que depuis l'an 2000 le département de l'Essonne ait décidé de le reprendre, de lancer des travaux avec le ministère de la Culture, de remettre les murs, de nettoyer le dépotoir qui s'était installé à l'intérieur, de mettre les grottes en sécurité. Enfin bref, de lancer de grands travaux qui laissaient espérer que petit à petit on arriverait à reconquérir, à redonner tout son lustre à ce jardin. Mais les changements politiques récents ont remis en question un certain nombre de décisions, et nous sommes dans une période, je dirais, un peu inquiétante, un peu angoissante par rapport à l'avenir de ce jardin. Et je crois que c'est pour ça que j'ai gardé ce titre au début de ma conférence, parce que le chantier de la sauvegarde
des jardins de cette période de la deuxième moitié du XVIIIe siècle reste un chantier ouvert, alors que nos collègues anglais, vous le savez bien, à travers la politique du National Trust, à travers des politiques de trust privés et autres, ont un regard tellement plus attentif et tellement plus fin pour la totalité et la diversité de la richesse de ce patrimoine spécifique lié à cet art éminemment complexe, mais qui mérite toute notre attention. Je vous remercie de la vôtre.